Aujourd'hui, ça doit être la 9e année qu'il y a eu cet événement majeur qui a donné un coup de pouce à la lutte au Togo et qui a d'ailleurs permis de revoir beaucoup de choses sur la scène politique togolaise. Et donc, ça fait 9 ans que Tiki Achadam a lancé son mouvement après des semaines et des mois de travail très profond de sensibilisation. Et le 19 août, tout le monde a vu ce que ça a donné au Togo. C'est une date qui rentre dans les annales de l'histoire et il faut en parler en rendant hommage à l'un de ces acteurs-là, Tiki Achadam, qui n'est plus aujourd'hui sur le territoire et que son parti aussi n'est plus autorisé à travailler de façon formelle. Et donc, espérons qu'il va retrouver sa fougue et il va donner de ses nouvelles. Mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a fait un travail assez solide, même si après ce qui a suivi a été mal géré par l'ensemble de la classe politique, avec ce que vous savez, la C14, les mauvais choix, et les problèmes d'égo et tout ça qui ont plombé après totalement la lutte. Il faut rendre hommage, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, nous avons une pensée pour Tiki Achadam, pour le travail qu'il a eu à faire. Et pour tous ces militants, certains qui sont encore en prison, beaucoup sont morts et beaucoup sont encore en prison. Il y en a encore 13 qui sont en prison pour la C14. Je vous disais la dernière fois que la justice les avait libérés, mais depuis 6 mois, on les a gardés. Et là, le jeudi passé, on vient de leur signifier encore de nouvelles charges, c'est-à-dire une manière de ne pas les libérer, de les garder encore le plus longtemps possible en prison. Et ces gens-là, on les accuse d'avoir tenu une réunion en prison avec Aziz Goma, qui lui aujourd'hui est à l'extérieur, et que cette réunion avait pour objectif de déstabiliser le pays. Donc, on les accuse d'association de malfaiteurs, je ne sais pas quoi, tout ça là. Et donc, une pensée pour nos frères, nos camarades de lutte du PNP, qui ont fait un travail assez louable, mais qui ont payé aussi un lourd prix dans cette affaire-là. Les morts, les exilés, les assassinats et tout ça. On espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et que ce parti va revenir en force. Donc, il était important qu'au niveau de l'arrestation, on puisse saluer ce travail qui a été fait il y a 9 ans. À Trimois, Christian Trimois, il paraîtrait, voilà, qu'il n'y a pas très longtemps, notre cher juriste Trimois aurait été débarqué d'un vol de Air France qui devait décoller de Lomé sur Paris. On continue de fouiner autour de cette affaire-là. C'est pas évident, c'est pas exactement quel ennui il a. Peut-être que c'est gâté entre lui et ses amis. Et donc, si on te débarque d'un vol qui s'apprête à décoller, c'est que tu as une interdiction de sortie peut-être du territoire. Et donc, on va regarder un peu ce qui se passe autour de Trimois. C'est vrai qu'il se fait beaucoup discret depuis un certain temps, et c'est son petit frère qui est au ministère de l'Investissement qui fait beaucoup de bruit. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, au ministère des Sports, je pense que c'est un secrétariat d'État. Il y a un ministre là-bas qui s'appelle Fofana, celui qui court chaque samedi là et qui fait les grimpés avec les gens. Il se fait que dans son ministère, rien ne marche depuis qu'il est arrivé et que tous ses administrés se plaignent, les directeurs aussi régionaux plutôt se plaignent, parce que d'abord, ce ministre, il fait rarement des visites de terrain, il n'est pas allé dans les services déconcentrés pour toucher du doigt les problèmes de son cabinet, il ne répond pas aux mails. Ça, ce sont il ne répond pas aux mails. Il a le temps de courir les samedis, de faire les grimpés. Il ne répond pas aux mails. Il prive la plupart des gens de son cabinet du ministère des bons de carburant, qui sont des dotations que l'État leur donne. Lui, il bloque tout ça. Ensuite, il ne paye pas les prestataires, les gens qui viennent livrer les consommables au ministère, et donc les papiers, les encres et tout ça, au point qu'aujourd'hui, dans son ministère et dans les directions régionales, ce sont les responsables eux-mêmes qui prennent de l'argent pour aller acheter les papiers RAM et imprimer les documents. Vous voyez à quel niveau l'État est dans une catastrophe totale? C'est-à-dire qu'au ministère de la Jeunesse et des Sports, et dans les directions régionales, ce sont les préposés qui sont là-bas, qui sortent eux-mêmes de l'argent de leur propre poche pour aller acheter les papiers RAM, les encres d'impression et tout ça. Et donc, il veut rien entendre. Il a bloqué tous les avantages de ses collaborateurs. Il refuse de payer les prestataires. Et donc, plus personne ne livre quoi que ce soit au ministère. Et je ne sais pas, ils ont dit qu'ils avaient une feuille de route gouvernementale et que les ministres ont évalué, mais je ne sais pas si le bonhomme l'a évalué. Je ne sais pas si c'est sur ses performances au ministère qu'on évalue ou bien les courses qu'il fait les samedis qu'on évalue. Mais toujours est-il que depuis qu'il est au ministère, il n'a proposé aucun projet d'envergure, ni de stade, ni de terrain de jeu, tout, rien du tout. Quand on le voit dans la rue en train de courir. Donc, son ministère a des problèmes. Alors, il y a quoi encore?
je vais éliminer les points les uns après les autres. J'arrive à la technique. C'est bon. C'est bon. Alors, hier, c'était le 15 août. Et le 15 août 2008, nous avions perdu une grande personnalité de notre pays, Joachim Atoutia Agbobli. Joachim Atoutia Agbobli était un homme public d'une très grande valeur, un intellectuel qui donnait, qui s'impliquait dans le débat public en donnant son point de vue, quelqu'un qui a eu un parcours assez riche, historien de formation, journaliste, diplomate. Et donc, le 15 août 2008, on a retrouvé son corps à la plage, totalement, c'est pas vidé de tout. Et depuis, ça fait 18 ans que aucune enquête n'a abouti à l'arrestation de ces assassins. Et pourquoi je parle de ce dossier? Je parle de ce dossier particulièrement parce que Atoutia Agbobli était, j'étais plus ou moins, on était des voisins de quartier. Et à l'époque, on était dans un petit cercle de réflexion avec Khalif Nadim et puis d'autres personnes. Et on réfléchissait, il y avait des conférences qui se déroulaient un peu partout en ville. Et nous, on les accompagnait puisqu'on était des voisins. À l'époque, il nous prenait dans son minibus là et puis on revenait et puis chacun rentrait chez lui. Et dans ce cercle de réflexion, on a eu à traiter beaucoup de sujets, notamment le fameux NEPAD qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un projet, je pense, du président Wade dans les années 2000, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, le NEPAD. Et il y avait plein de réflexions, de débats autour de cette question de NEPAD. Atoutia Agbobli n'était pas trop pour, et Nadine était pour. Il y avait d'autres. Et donc, il y avait plein de débats enrichissants qui nous permettaient de comprendre aussi un certain nombre d'enjeux. Agbobli revenait sur le plan de Lagos, écrit par Demkodjo et le Nigérian, dont j'oublie un peu le nom. Donc, on a participé à ces activités avec lui. Et le 20 août là, non, le 15 août là, on annonce son décès ou son assassinat. Et en 2010, quand Faure Gnassingbé est reçu, je pense par le président François Hollande, la question lui a été posée sur l'assassinat de Atoutia Agbobli. Et si je m'en souviens très bien, il a déclaré que les enquêtes étaient en cours et que la situation, cette affaire allait être élucidée. 18 ans après, personne ne sait ce qui s'est passé. La seule chose qu'on sait, c'est que Atoutia Agbobli, qui était très ami à Jonas Malheiro Savimbi, Jonas Savimbi qui était le chef rebelle en Angola, vous savez que l'Angola était plongé dans une guerre fratricide au lendemain des indépendances. C'était une guerre à la fois idéologique mais aussi ethnique. Donc il y avait des problèmes entre Augustino Neto, plus tard Dos Santos, avec Holden Roberto et Jonas Savimbi, qui pilotaient l'UNITA. Et donc, Jonas Savimbi, qui était un chef de guerre, avait des relations avec certains chefs d'État africains, notamment Houphouët-Boigny et Yandema, Blaise Compaoré. Et Jonas Savimbi, pour contourner l'embargo des Nations Unies, donnait beaucoup d'argent au régime togolais, qui violait l'embargo des Nations Unies et qui achetait beaucoup d'armes à Jonas Savimbi, dont certaines armes étaient entreposées au Togo. Et en retour, Jonas Savimbi ramenait à Yandema beaucoup de diamants et des pierres précieuses. Alors, il y a un livre qui est là et qui parle de cette violation de cet embargo de la guerre en Angola par le Togo, avec en relief le rôle joué par non seulement Yandema lui-même, mais le général Tidjani, qui était à l'époque le chef d'état-major. Dans ce livre-là, ça a été écrit par un célèbre auteur suisse qui était un journaliste, ethnologue et tout ça, Gilles Labarthe, le Togo de l'esclavage au libéralisme mafieux. Pour ceux qui ont lu ce livre-là, c'est un livre assez intéressant sur le caractère de mafieux de l'État togolais. Et ce livre-là, Gilles Labarthe a eu accès à des documents déclassifiés de l'ONU dans lesquels on relève comment le Togo a violé l'embargo et faisait le trafic d'armes avec Jonas Savimbi. Et donc, les enfants de Jonas Savimbi étaient au Togo, certains enfants, d'autres étaient en Côte d'Ivoire et habitaient la zone de Ranco dans des grandes villas. Ils fréquentaient Saint-Thio, lycée de Tokon et tout ça, mais ils ne portaient pas le nom de leur père. Et donc, quand Jonas Savimbi a été assassiné, Feu Agbobli, qui était l'un de ses meilleurs amis, il a d'ailleurs épousé une Angolaise qui était ambassadrice à Varsovie, il faisait une enquête sur les biens de Savimbi au Togo. Donc, il était sur les traces des biens de Savimbi, notamment les armes, c'est beaucoup d'armes, et les pierres précieuses qui étaient dans les mains de la famille Gnassingbé. Et donc, c'est dans cette enquête-là qu'il a été enlevé et torturé à l'ANR. On dit que c'est Massina qui a eu à le faire parce que c'était lui qui était le patron de l'ANR à l'époque. Et donc, le colonel Alès Yotrofei Massina, qui, selon toutes les informations, qui a piloté l'assassinat de Atoutia Agbobli et qui a fait jeter le corps à la plage pour effacer les traces. Et le colonel Massina a dirigé l'ANR, il a dirigé la gendarmerie. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il n'est pas pour autant inactif.
normalement, il doit rendre compte. Mais l'ANR, juridiquement, était sous l'autorité du président de la République, donc de Faure Gnassingbé. Donc, on ne pouvait pas assassiner Agboubli sans l'ordre de Faure Gnassingbé. Et donc, aujourd'hui, Masina est tranquille. Parfois, on le sollicite même parfois pour des missions barbouzes. Son nom est revenu récemment dans les histoires du Bénin. L'affaire n'est pas encore trop claire, mais son nom est revenu dans les histoires du Bénin avec ce que les Tigris ont tenté de faire. On est en train de continuer les investigations. Visiblement, il aurait été un élément clé dans le dispositif de Tigris pour renverser Patrice Talon. Ça, c'est un autre détail qui reviendra plus tard. Et donc, le colonel Masina est aujourd'hui libre de ses mouvements, en tout cas au Togo, et il n'est inquiété de rien du tout, alors que, selon toutes les informations, c'est lui, ce sont ces éléments qui ont enlevé Atucha Agboubli et qui l'ont amené à l'ANR, qui l'ont torturé, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, l'ANR est sous l'autorité directe de M. Faure Gnassingbé. D'ailleurs, les enfants de Savimbi sont revenus plus tard au Togo pour prendre possession de certains biens de leurs parents, notamment les maisons qui sont à Ranko là-bas. Ils ont trouvé des portes closes. Entre-temps, les armes qui étaient stockées, c'était des armes très lourdes qui étaient stockées à Pia, ont été restituées à l'État angolais dans un processus assez discret. Il y a un avion angolais qui a atterri à Niamtougou. Les armes ont été embarquées dans cet avion-là, cargo, et ont été ramenées en Angola. Et à la suite de la restitution de ces armes-là, Faure est parti en Angola. Si vous tapez sur Internet, vous verrez la date à laquelle Faure était parti en Angola. C'est à la suite de la restitution des armes qui étaient entreposées à Pia que Faure est parti en Angola. Je ne parle pas de sa visite en Angola ces temps-ci. Il y a cela 6-7 ans, il était parti en Angola. Donc, Atucha Agboubli, ça fait 18 ans d'impunité. Sa maison a été cambriolée après, je pense 5 ans après son décès. On ne sait pas ce que les gens sont venus chercher de plus. Peut-être que ce sont les ascenseurs qui sont revenus sur le lieu du crime. Et je me rappelle que il y a un de ses frères qui m'avait invité à venir faire le constat avec eux de la manière dont la maison a été cambriolée. La maison se trouve juste derrière le domicile de Kwasi Kuti à Tidjolé. Et donc, c'est là-bas qu'il y avait le domicile de feu Atucha Agboubli. Une pensée à lui et à ses proches. Alors, on va aller rapidement à Fagnan. Pourquoi on va à Fagnan? On va à Fagnan parce que Fagnan a un gros souci de bitumage de la voie. Fagnan, à Gomé-Glozou et tout ça. J'ai parlé plusieurs fois de cette voie-là. Et aujourd'hui, la situation est de plus en plus compliquée avec les dernières pluies qui sont tombées dans la localité et les inondations qu'on a connues. Et donc, à Fagnan, et tout... C'est-à-dire, vous savez qu'Afagnan abrite l'un des hôpitaux les plus équipés du pays depuis les années 60, je pense que c'est 63, 64, je pense que c'est en 61 que Sylvanus a posé la première pierre de cet hôpital, Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan. Et pour aller à Afagnan, on a 2 tronçons. Il y a l'axe Amenyran, Afagnan, à Gomé-Glozou, aux frontières du Bénin, donc à Tiémé. Vous avez le premier tronçon, c'est Amenyran-Tirikpo, Afagnan-Glita. Et Afagnan étant le principal tronçon, vu la position de l'hôpital. Et puis vous avez la deuxième portion, c'est Afagnan, à Gomé-Glozou, frontière du Bénin. Et donc, lorsque Yahi Boni était encore président, à l'initiative des 2 pays, il était prévu de goudronner cette voie-là. Parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui traversent la frontière et qui viennent à l'hôpital d'Afagnan. Et l'hôpital d'Afagnan, on nous a dit que c'est là où un certain Faure Gnassingbé a vu ses jours, dans les années 66, un 6 juin 66, que c'est dans cet hôpital qu'un hélicoptère est venu atterrir avec sa mère qui serait enceinte et qu'on l'a enfanté là-bas et que après l'hélicoptère est reparti. Et donc, quand on est chef d'État et que on a je sais pas comment dire ça, on est né dans un hôpital de ce genre-là, ne serait-ce que pour honorer la localité, il fallait vraiment bitumer la voie, rehausser l'image de l'hôpital, l'équiper et dire aux gens, c'est ici que je suis né et quand je suis devenu président, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais rien n'a été fait. Et donc, il était prévu de bitumer la voie. Il n'y a que le Bénin qui a bitumé sa portion jusqu'au niveau de la frontière avec le pont qui débouche sur la Gomé-Glozou. Et le jour de l'inauguration de ce pont-là, de cette voie du pont, Yahi Boni était là et le Togo n'avait envoyé que, je pense, le Premier ministre. Et le Togo a dit, on va bitumer, mais rien n'a été fait. En 2023, la coopération suisse, en collaboration avec l'IOMOA, avait initié un autre projet. Un projet de bitumage du tronçon de l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan jusqu'à Gomé-Glozou, frontière du Bénin. C'est d'une longueur de 9,60 km. L'ensemble de la voie qui part de Amenyran jusqu'à la frontière du Bénin, c'est 14,80 km. Mais la portion qui part de Afagnan pour à Gomé-Glozou
ou bien c'est à Gomeglos, c'est 9,60 km, pour soulager les malades qui viennent du Bénin. Donc, la coopération suisse, en collaboration avec le MOA, puisque le Bénin a déjà goudronné sa portion, ils ont demandé qu'ils vont financer le Togo pour que le Togo puisse bitumer aussi sa portion. Et le régime togolais a dit non, que nous-mêmes, on a un projet, on va le faire. Et donc, ce financement de 8 milliards qui devait servir à goudronner cette portion qui part d'Afanya vers la Gomeglos pour permettre aux Béninois de venir se soigner chez nous. Le projet n'a pas abouti parce que le Togo a dit eux-mêmes ils vont le faire, ils ont programmé le faire. Et ils ne l'ont jamais fait. Jamais ils ne l'ont fait depuis 2023 jusqu'à ce jour. Et donc, étant donné que beaucoup de gens viennent du Bénin pour se soigner à l'hôpital, et comme la voie est totalement dégradée, les Béninois ne viennent plus, et même du côté du Togo, à part les accidentés, quelques personnes, la fréquentation de l'hôpital a chuté. On va voir les chiffres. J'ai récupéré quelques données jusqu'en 2021, où vous allez voir ensemble comment les chiffres ont baissé à l'hôpital d'Afanya, donc les gens ne viennent plus tellement, ce qui constitue un manque à gagner terrible pour cet hôpital-là. Et donc, aujourd'hui, cette voie-là est toujours en train d'être rafistolée. Actuellement, alors je vous parle, on a amené une entreprise là-bas qui essaie de coller, de rafistoler le goudron et comment on appelle ça, le goudron et la terre rouge. C'est-à-dire, il y a une entreprise qu'on a fait venir qui essaye de mettre du goudron sur le sable, un truc genre rafistolage, quoi, comme on le dit en vernaculaire. Ils sont en train de faire un peu de pati-pati, une partie de Amignan là-bas, mais le reste, c'est de la terre rouge. Et quand il pleut, la descente avant d'arriver à Amignan, il y a un ravin là-bas, l'eau déborde, on a vu les images quand il a plu il n'y a pas longtemps, l'eau déborde totalement et les gens ne peuvent pas passer. Et ça crée des difficultés quand il faut amener les femmes enceintes, il faut que les ambulances passent, il faut ci, il faut ça. Rien de tout ça, aujourd'hui, n'est fonctionnel dans la zone d'Afanya. En 2015, Faure Gnassingbé est arrivé à Afanya là-bas en pleine campagne électorale et il a lancé même un coup de pioche pour le bitumage de la voie à Ménira. Il a déclaré publiquement que dans quelques mois, la route à Ménira jusqu'à Afanya sera goudronnée et ils vont poursuivre jusqu'à Afanya et à Gomeglos et à Tiémé. 2015, un président de la République, candidat à sa propre succession, est parti en campagne, a donné un coup de pioche pour le bitumage de la voie et depuis 2015 à ce jour, rien n'a été fait. Absolument rien n'a été fait. Et donc, aujourd'hui, les gens qui sont à Afanya souffrent le martyre. Et quand on amène les malades des zones minières, c'est avec la croix et la bannière que les ambulances arrivent à accéder à l'hôpital. Je rappelle que c'est dans cet hôpital de Bamono que Faure est né un 6 juin 1966 et que le constat est fait aujourd'hui de façon factuelle que depuis 21 ans qu'il est au pouvoir, il est incapable de goudronner la voie qui donne accès à l'hôpital, mais il est aussi incapable de réhabiliter l'hôpital, ne serait-ce que pour son propre bien et son honneur. Mais bon, voilà, quand on aime du bien, on fait du bien. Et quand on n'aime pas du bien, on ne peut pas faire du bien. Alors, on continue. Je reviendrai sur le cas d'Afanya plus tard. On continue, il y a encore quelques sujets. On parle à Takpamé et on va suivre une vidéo ensemble. À Takpamé. Problème d'eau toujours. On peut suivre la vidéo plusieurs fois, la technique. Nous sommes au CHR d'Atakpamé, l'hôpital régional d'Atakpamé, sur la montagne là-bas, derrière, je pense, Notre-Dame NDA, Notre-Dame d'Afrique. C'était un hôpital qui est en hauteur, voilà, et nous sommes dans un CHR. Et cette vidéo date de mardi ou de mercredi, si je m'en souviens bien. Et qu'est-ce qui se passe là? Ce sont les sapeurs-pompiers qui sont venus donner de l'eau à l'hôpital. Il n'y a pas d'eau dans l'hôpital. Il n'y a pas d'eau courante dans l'hôpital d'Atakpamé. C'est un CHR. Hein. Dans la hiérarchie des hôpitaux, on a le CHU, on a le CHR, on a le CHP, on a le CMS et on a les cases de santé. Je répète, dans la hiérarchie des hôpitaux, on a les CHU, d'accord, centre hospitalier universitaire, on a les CHR, donc centre hospitalier régional, on a les CHP, centre hospitalier préfectoral, on a les CMS, centre médico-social, et on a les cases de santé. Nous sommes dans un CHR, c'est-à-dire deuxième catégorie, un hôpital régional. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau dans l'hôpital. Donc, ce sont les sapeurs-pompiers qui amènent de l'eau et le personnel hospitalier et les malades apportent comment j'appelle ça, des seaux pour venir prendre de l'eau et aller faire les soins. Et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Et le problème date de longtemps. Et quand le personnel de l'hôpital interpelle la direction et les autorités, on dit que c'est un problème général pour la ville et qu'ils ne peuvent rien. Et donc, les médecins, quand ils doivent aller dans les blocs opératoires, ils se lavent avec l'eau de pure water. Ils mettent de l'eau dans les seaux d'eau pour aller dans les blocs opératoires. Ils n'ont pas de l'eau courante dans les robinets dans les blocs opératoires. Ils n'ont pas de l'eau pour laver les mains après consultation. Ils n'ont pas d'eau dans les blocs opératoires. Même dans les soins élémentaires, ils n'ont pas d'eau pour laver les mains. Donc, c'est les pure water qu'on leur apporte. C'est les seaux d'eau qu'on amène avec l'eau des sapeurs-pompiers comme ça, qui permet aux médecins de travailler à l'hôpital régional d'Atakpamé.
La dernière fois, quand j'ai posté la vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire des témoignages pour dire que quand il y a eu la fête traditionnelle à Takpamé la dernière fois, dans certains hôtels, il n'y avait pas l'eau. Aux affaires sociales, dans certains hôtels, il n'y avait pas l'eau qui sortait des robinets. Et donc, dans l'hôpital, un hôpital régional, c'est-à-dire l'hôpital régional, on parle de la région. L'eau ne coule pas dans les robinets pour permettre au personnel hospitalier de travailler sans aucun problème. Vous imaginez? Et donc, tous ces gens-là, quand ils veulent faire leurs besoins, le personnel hospitalier, ils urinent dehors, sur la cour. Le personnel hospitalier, au CHR d'Atakpamé, ils urinent sur la cour, sur les murs, parce qu'ils ne peuvent pas uriner dans les toilettes, parce qu'il n'y a pas d'eau pour chasser les urines, ou pour chasser les besoins. Donc, les seaux d'eau, quand les sapeurs-pompiers viennent livrer l'eau comme ça, ils gèrent l'eau avec un peu de parcimonie, vous voyez? Et donc, il n'y a pas l'eau à l'hôpital, il n'y a pas l'eau à la prison. Le même véhicule que vous voyez là amène aussi l'eau à la prison civile d'Atakpamé, sur la hauteur là-bas. Je ne sais pas s'ils vont aussi à la préfecture, mais ils amènent l'eau aussi dans les tribunaux. Donc, il n'y a pas l'eau dans la ville d'Atakpamé. Mais il n'y a pas que Atakpamé. Dans toute la région, il y a des problèmes de ce genre. L'hôpital de Kouniaou, je ne sais pas si c'est un CHP, je pense que ça doit être un CHP. Il n'y a pas l'eau, pareil, à l'hôpital de Kouniaou. Pour faire les interventions, les infirmiers, je ne sais pas comment les appeler, les assistants n'ont pas d'eau. Les sages-femmes pour accoucher n'ont pas d'eau. À l'hôpital de Kouniaou, c'est le camp Témédia, la caserne de Témédia, qui met l'eau dans une citerne et qui envoie à Kouniaou pour permettre à l'hôpital de Kouniaou, dans la Kébou, de fonctionner. La caserne de Témédia, elle est à Témédia, au bas de la montagne. C'est elle qui prend l'eau dans un véhicule citerne qui monte, qui prend la montagne, qui va jusqu'à Kouniaou pour donner de l'eau au centre hospitalier de Kouniaou. Agné, c'est pareil. Agné, c'est pareil. Il n'y a pas d'eau à Agné. Ce sont les Chinois de la sucrerie d'Agné qui donnent de l'eau à l'hôpital d'Agné et même à toute la ville d'Agné. Et pratiquement tout le Togo fonctionne comme ça. Nous sommes en 2026. 2026. Pendant ce temps, les gens du NIR sont en train de chercher l'argent, de mobiliser l'argent pour faire des marches de soutien au PC et pour dénoncer la CEDEAO. Les gens du NIR sont à la recherche de 2 milliards ou de 2 milliards 500 pour organiser une marche de soutien au PC et dénoncer la CEDEAO. Mais il est pas que les gens le doivent. 2 milliards 500, on a ça au forage. Les Atakpamé les Founou pour que l'hôpital ait de l'eau en permanence. On a ça au forage les Kounion, on a ça au forage les Agné, on a ça au forage la fille qui est simulée Kondi les wa, mais à moitié aussi. Donc il doit là Kondi et si on a ça classique, sagifam on a Kondi et si on a ça classique, on a périmé montignon on a divia, il y a pas d'eau. C'est les sapeurs-pompiers qui apportent de l'eau dans les seaux pour que les sages-femmes puissent aider les femmes à accoucher. Et sans compter le délestage. En plein bloc opératoire, il y a des délestages. Au Latizo, hôpital Amoudou, groupe électrogène, à Moulekou, les gens meurent. En pleine opération, il y a le délestage. On coupe l'électricité. L'hôpital n'a pas une autonomie d'électricité et les gens meurent. Ça se passe au Togo. Tous les jours, les gens voient, les gens regardent, mais personne ne voit que le pays est totalement catastrophique. Pendant ce temps, les gens du NIR, ils sont en train de mobiliser l'argent pour aller faire une manifestation de soutien à Foy Nassimbe et dénoncer la CEDEAO. La CEDEAO qui vient de leur donner 30 ambulances, ils ont pris pour les urgences. Quand vous dites que la CEDEAO n'a pas le droit de se mêler de vos histoires, que le Togo est un État souverain et que vous n'allez pas mettre en application la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, mais la CEDEAO vous donne des ambulances, vous prenez. Et le ministre de la Santé vient, il écarquille les regards, il est tout content, il coupe le ruban pour prendre les ambulances. Pourquoi vous ne refusez pas les ambulances de la CEDEAO? Donc, votre souveraineté là, ça s'arrête juste à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est-à-dire, votre souveraineté, vous l'évoquez quand on parle de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais quand la CEDEAO vous donne des ambulances, vous prenez. Cette semaine, la CEDEAO vous a donné 30 ambulances pour les urgences. Je suis allé regarder ça sur le site de la CEDEAO. Vous n'avez pas refusé de prendre ça. Donc, voilà le calvaire de nos concitoyens, de nos compatriotes dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Et il était important que je commente cette vidéo-là pour que les gens voient dans quelles conditions les médecins se battent, les infirmiers se battent, les sages-femmes se battent dans les hôpitaux pour soigner les gens, sans eau, sans électricité. Je ne parle pas encore du matériel. Vous voyez? Et c'est ça.